ensuite, nous sommes allés à Gand, tout près de Pau, où nous n'avons pas été chassés, comme pas mal d'autres personnes. Nous avons été déclarés comme réfugiés du Nord, pas comme juifs. Et donc on s'est installé. Rapidement, le maire de Gand nous a appelé, nous a dit « Je viens de recevoir des instructions, je ne peux pas vous garder parce que j'ai déjà mon quota de réfugiés, donc je vais vous envoyer dans la région de Saint-Gaudens ou à Roued, où j'ai un copain qui est maire, qui veut bien vous prendre, il n'a pas de réfugiés. » Et donc on est arrivé à Roued, alors là c'est le trou perdu total, tu vois, dans les Hautes-Pyrénées, enfin, non, je ne sais pas si c'est les Hautes-Pyrénées, Saint-Gaudens, je ne sais plus. Bon, et puis, une région aussi magnifique que l'autre. Je commence à aller à l'école, et le maire convoque mon père en disant « Ben non, j'ai été demander vos autorisations de résidence et vos cartes d'alimentation, parce que c'était obligé, on n'avait pas de carte d'alimentation, on ne pouvait pas rester. » Et elles ont été refusées. Alors là, on se trouve sans rien, et de force, on est retourné à Gand, où le maire a passé outre de l'interdiction de nous garder, il nous a gardés. J'étais même inscrit à l'école, c'était pas clandestin du tout. J'étais inscrit à l'école, alors là, école primaire de campagne avec tous les petits copains. Le maître s'appelait Campa, et je me souviens qu'on chantait Maréchal nous voilà dans la cour tous les matins. Je me souviens aussi que la moitié de la classe ne chantait pas. C'était marrant quand même. Mais ils ne chantaient pas d'une manière ostensible. On fermait les bouches et on ne chantait pas. Et Campa disait rien, parce qu'il savait que... Et donc après, j'ai même été inscrit au lycée, au diplôme de passage au lycée, parce que j'étais bon élève, donc j'avais le droit de passer au lycée en sixième. En sixième, j'ai été reçu, brillamment peut-être, je ne sais pas. Mais alors dans le journal, il y avait bien mort Léo qui était reçu, et à côté, il y avait mort Léo, virgule, et Wolf, Yeshaya. Alors, c'était assez bizarre parce que c'est mes deux prénoms juifs, et on ne sait pas comment ils sont arrivés, sans doute, je ne sais pas moi, comment ils sont arrivés dans l'inscription. Bon, on a eu très peur parce qu'on s'est dit, on n'est pas déclaré comme juif, mais avec un prénom pareil, on va y avoir droit. Bref, il ne s'est rien passé, et j'étais au lycée pendant quelques bons mois. Là, j'étais moins brillant, parce qu'au lycée, ça n'a pas été. Bon, enfin. Et puis, à un moment donné, l'instituteur, ils ont prévenu mes parents, je ne sais pas comment, par courrier, qu'il allait y avoir des rafles par la milice dans les écoles et que les enseignants n'étaient pas prêts à entrer dans la résistance pour sauver les enfants juifs qu'on allait chercher dans les classes et que donc il valait mieux qu'on n'y soit pas. Donc on est parti, mais je me souviens très bien qu'à l'école il y avait déjà des actes de résistance et dans les grandes classes il y avait déjà eu des étudiants ou des élèves du lycée arrêtés. Ça se répandait comme des tridées de poudre. Bon, il y avait aussi des collabos dans nos classes, on savait, des enfants de fonctionnaires, donc on se tenait à carreau. Là, on a quitté. Et très vite après cet incident qui nous a fait sortir de l'école, on nous a annoncé une rafle. C'est une jeune fille d'un fonctionnaire de la préfecture que mes parents connaissaient, qui a pris son vélo le soir, est allée dans les villages autour prévenir de la rafle de la milice.
quand la milice est arrivée, tous les hommes avaient fui, pas moi, parce que moi j'avais été malade. Alors maman dit non, non, il ne peut pas partir, il est malade. Alors mon père s'est caché dans la forêt, comme tout le monde, sauf ma mère et moi. Et ma mère avait dit, ils ne prendront jamais une femme et un enfant. Alors, effectivement, le milicien est arrivé, est entré, engueulé ma mère, elle a dit où se cache votre mari? Et bon, on a dit, il est parti, il n'est pas là. Si, on sait qu'il est là. Ils ont fouillé toute la maison, de la grange au sous-sol. Ils sont très fâchés. Et le milicien a dit, je vais chercher des ordres, bougez pas, je viens vous chercher. Il est parti. Cette nuit, ce matin-là, il nous avait menacé de nous conduire pieds et poings liés, en faisant le geste. Et ma mère était terrorisée, moi moins. Et je lui ai dit, moi je sais où se cacher. On est parti dans les champs de maïs, qui étaient derrière la maison. On habitait pas loin d'un champ, derrière le cimetière. Et puis on a cherché, on a erré. Pendant un moment, on s'est caché chez des gens. Et les miliciens sont partis furieux parce qu'ils avaient fait chou blanc. Et ils menaçaient de revenir en disant qu'ils avaient été trahis par quelqu'un de la préfecture. Bon, ça, ils savaient que ça ne s'était pas passé tout à fait normalement. Bon, après, il s'agissait c'est là que ma mère a décidé de me cacher. Elle n'avait pas beaucoup l'intention ni ne savait pas quoi faire. Mon père avait trouvé une planque à Oloron chez une dame à qui on avait dit qu'il était convalescent. Il avait tout à fait la gueule du convalescent. Il avait l'air tellement malade que, effectivement, il pouvait être aussi convalescent. Là, on monte à Bosdarros, qui est un village qui domine la vallée de Gand, au-dessus du Jurançon, et on va dans une ferme où nous avions l'habitude d'acheter du lait, des œufs. Et puis ma mère, bille en tête, elle rencontre les deux propriétaires de cette ferme. La ferme s'appelait Mirassou, ce qui veut dire brille au soleil. Et Monsieur Dubois, Léon Dubois et Claire, elle la rencontre, elle dit, bille en tête, je viens vous... Est-ce que vous pouvez prendre mon fils comme vacher? Bon, alors, ils répondent pas oui, mais ils disent, pourquoi? Il ne va pas à l'école. Il a 10 ans, plutôt 11 même déjà. Oui, puisque j'étais en 6e. Vous voulez qu'on le garde? Alors ma mère, elle a vu qu'il l'avait compris, elle dit oui. Bon, il n'y a pas de problème. Mais on ne l'envoie pas à l'école, c'est bien d'accord. Alors oui. Et donc, très rapidement, ils ont admis qu'ils allaient me garder, sine die. Et ma mère s'adresse à Madame Dubois. Elle lui dit, et elle lui tend une petite pochette dont je sais qu'elle avait ses bijoux. Et Madame Dubois dit, Madame Mort, j'ai élevé 6 garçons et filles, je peux en élever un 7e. Et je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et moi, mon témoignage peut être douteux, mais les 2 autres enfants de Madame Dubois étaient là et ont vu et racontent la même réponse. Et ma mère aussi, bien sûr. Ma mère a témoigné, m'a dit, je suis revenu avec mon sac et mes petits bijoux. Voilà, donc c'est difficilement contestable. Ce témoignage est corroboré par ma mère qui m'a dit, je n'ai pas donné les bijoux. Les 2 filles qui ont assisté c'était très rapide comme décision. Je crois qu'en une demi-heure, c'était fait.
j'ai embrassé ma mère et elle est partie. Et je me souviens que l'accueil de ces gens m'a été immédiatement tellement chaleureux que je ne me souviens pas avoir pleuré. Rien. C'était normal, on me mettait là parce que fallait le faire, parce que papa était caché et que maman se débrouillerait bien. Et elle est partie. Elle est partie, ils m'ont servi à manger, ils m'ont fait des petits gâteaux. Et alors je me rappelle pour l'incident des petits gâteaux, elle a fait les petits gâteaux, puis il est parti parce qu'il travaillait au champ. Et moi je reste seul dans la cuisine devant un plat de gâteaux et je mange. Je mange des gâteaux bien sucrés et bien saupoudrés de sucre malgré la pénurie. Et tout d'un coup je vois arriver un monsieur tout noir. Aujourd'hui on aurait dit qu'il est corse, mais il n'était pas corse, il était béarnais et noir, avec un chapeau. Et il s'assied devant moi et il me dit « Alors, c'est bon ?» Et puis « Oui, mais t'as rien à boire. » Alors, j'acquiesce, j'ai rien à boire. Et il est allé chercher une bouteille de pinard. Ah, c'est du Jurançon qui m'a dit, hein, c'est de la maison. Et puis, j'en ai bu probablement 2 verres. Alors là, après, je ne me souviens plus. 6 heures après, je me suis réveillé. Et je crois que c'est ma première cuite. Bon, elle n'était pas très crapuleuse, mais bon, mais c'était un bon souvenir. Alors le pauvre, il s'est fait engueuler par sa fille, que traité de salaud, de n'importe quoi, et puis il a été renvoyé dans sa chambre. Ce pauvre homme est mort 15 jours après, il était très vieux probablement, et voilà. Et il se faisait appeler Monsieur Mirassou, mais ce n'était pas son nom, ça lui plaisait bien parce que sa maison, Mirassou, elle était au soleil, c'est ça. Et lui, il s'appelait Camp de Gabre. Eh bien, après, ça s'est passé, j'ai gardé les vaches, j'avais des chiens. Monsieur Dubois, sans doute, s'est occupé de moi presque plus que probablement ses autres fils. Il m'a appris à harnacher, on ne sait plus comment on dit, mettre le joug au bœuf. Il m'a appris à traire, il m'a appris à fourcher, il m'a appris à atteler un timon, il m'a appris à labourer, et même, honneur énorme, il m'a emmené à la chasse. Alors là, la chasse, j'ai un petit problème parce que c'est le fusil. Ça, je crois que je fais une petite confusion. Est-ce que la chasse, ça a été après le début de la résistance? L'incident qui va suivre, on va essayer de résoudre. Monsieur Dubois avait une sœur qui était buraliste dans le village à Gand. Et c'était une femme avec une forte voix. Elle, un jour, on la voit arriver tout en âge, parce qu'il y avait 4 heures de marche pour monter jusque chez nous. Elle arrive complètement rouge et elle dit, Léon, tout le monde sait que tu gardes un enfant juif. Et tu devrais t'en débarrasser parce que ils vont venir brûler ta ferme. Alors Léon se fout en rage, engueule sa sœur, t'as toujours des nouvelles comme ça. Bon, il l'engueule copieusement, et il s'engueule, et là, je t'avais prévenu, je t'aurais prévenu, et puis elle s'en va. Et lui, il me dit, je suis chez moi quand même, je fais ce que je veux. Alors, il me prend par la main d'une manière un peu sèche, et il me dit, viens, tu vas voir. Et c'est là que il prend une houe, et il va dans les vignes, et il fait un trou, et il sort son fusil de chasse, qu'il avait enterré au moment probablement où les fusils ont été interdits, il fallait les rendre. Il ne l'a pas rendu, il le sort, il le met sur la table de la salle de séjour, la salle où il y a la cheminée, qui est ni la cuisine, ni voilà, la salle. Et il commence à le nettoyer, il me dit, tu vois, je suis chez moi, ils n'ont qu'à venir. Alors bon, Père Dubois, je l'admirais beaucoup, ils n'ont qu'à venir, et je me sentais tranquille. Madame Dubois dit, bon écoute, moi je serais plus tranquille si on était ailleurs. Alors elle a pris les enfants, dont moi, elle m'a emmené dormir dans une autre ferme. Et lui, il est resté. Le lendemain matin, timidement, on est revenu,
il était toujours là avec son fusil. Il dit, il n'y a personne, ils ne viendront pas, c'est des lâches. Hein. Et puis il est parti à ces réunions de résistance, où il allait de temps en temps, je ne savais pas tout, mais de temps en temps je savais. Et puis il est revenu, furax, je ne sais pas si c'était combien de temps s'était écoulé, il me dit, tu vois ça? Et puis il me sort un bout de papier, un bout de carton, manifestement il y avait 3 flèches rouges, et je crois bien que c'était déjà marqué SFIO dessus. Et puis déjà, un paysan béarnais à la SFIO, c'était pas normal. Il prend sa carte et sous mon nez, il la déchire et il jette les papiers en l'air. Mais alors vraiment très spectaculaire, du Pagnol, quoi. Enfin, je n'avais jamais vu de film de Pagnol à l'époque, mais bon. Et puis il me dit, je m'inscris au parti. Alors sa femme lui dit, arrête, un paysan béarnais, ça ne va pas au parti. Alors, mais tous des cons, ils ne prennent pas de décision, il faut faire quelque chose, ça va aller mal si on continue à rien faire. Bon, là, jusque-là, et puis ça s'est arrêté comme ça. Je ne sais pas s'il s'est inscrit au parti ou pas, effectivement, il y avait des groupes de gauche, puisqu'il y avait beaucoup, quelques réfugiés espagnols qui se cachaient dans le maquis, il y avait d'autres gens, à tel point que la nuit venait pour qu'on leur donne un mouton, pour qu'on les alimente. Et un jour, il s'est mis très en colère parce que il dit, je veux bien donner un mouton de temps en temps, un veau même, mais ils sont venus, ils ont volé mon vin. Alors là, ça a été mal. Alors là, il a failli rompre avec la résistance, ça se fait pas, quand on veut, on demande, vous êtes rentrés, mais c'est pas nous, alors bon, bien sûr, c'est les autres. Il n'a pas été très calmé par cette colère, et puis on a décidé de fermer sa cave à vin, parce que ça, c'était intolérable. Bon, alors entre-temps, j'ai vu abattre des moutons, et sa femme lui dit, mais tu sais, les moutons, c'est pas à toi, Léon, c'est à ton fils qui est prisonnier, et s'il rentre et qu'il ne trouve pas ses moutons, ça va aller mal. Alors il dit, bon, je vais lui écrire. Je vais lui écrire, c'est vrai, on avait un peu faim, donc on mangeait les moutons. Enfin, on n'était pas malheureux, parce qu'on avait du maïs. Il y avait longtemps qu'il n'y avait plus de pain, et on mangeait du maïs. Bon. Et bien, tout ça s'est passé, je gardais les vaches, avec les incidents tout à fait ordinaires. Je labourais aussi, ça, ma mère était encore étonnée j'étais capable de labourer pendant des heures, en soulevant le soc de charrue tout seul au bout du champ, ce qui fait que me donne à penser que c'était bien fait puisque j'étais capable de retourner le soc. C'était un soc qui pivotait quand on arrivait au bout du champ. Ça a un nom, je ne sais plus, un Brabant. Exact. Et donc, bon, mais je savais tout faire, il m'avait tout appris. Et après, quand j'ai vu les autres fils, ils m'ont dit, ben, nous, non. Il m'avait pris, c'est pas la bonne, d'une manière assez étonnante, parce que c'était un homme bourru, mais extrêmement sympathique. Mais voilà. Bon, voilà, et donc après, il y a eu la libération qui s'est terminée aussi. Cette phase, bon, j'ai vu des actes de résistance, mais ça, j'en ai pas témoigné moi-même. Mais ce que j'ai entendu un 6 juin, le matin, c'est un gars qui chantait dans les champs, il est manifestement bourré. C'est le facteur qui était plein comme une outre, il avait du mal à monter. Tout le monde lui offrait à boire parce qu'il annonçait, on n'avait pas de radio. Le 6 juin au matin, il a annoncé le débarquement. Alors là, le débarquement, ça a été la fête d'une manière extraordinaire dans la ferme, quoi. Puis là, à partir de là, ça a été très vite parce que les Allemands ne sont pas restés dans ce cul-de-sac. Ils sont partis. Bon, on disait qu'il y avait des Américains à Bordeaux, je ne sais pas si c'est vrai, à Toulouse, et donc les Allemands sont partis droit au nord et n'ont pas commis d'exaction en partant. Pas dans le proche immédiat, le reste je ne sais pas. Dans le Gers, je ne peux pas dire.
Ils ont traversé le Gers. Mon père, ma mère, mes oncles, mes cousins, tout le monde. Tout le monde est sorti de son trou. Ils étaient tous dans des fermes et dans des... Et les oncles aussi. On était tous, sauf ma mère et ma tante. Je ne sais pas ce qu'elles ont foutu pendant ces 6 mois. Elles étaient de maison en maison. Je n'ai jamais su. Elle ne me l'a jamais dit. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. De maison en maison, se cachant, soit dans la forêt, soit... Vraiment, bon. Et personne dans ce village, quand même, on peut dire, malgré qu'il y ait eu des collaborateurs, il n'y a pas eu de dénonciation. J'ai pu assister à des parachutages dont bon, il aurait pu ne pas me le dire, mais j'étais là, j'ai vu des containers dans lesquels il y avait des armes, j'ai vu leur colère quand ils ont vu que les armes étaient insuffisantes, les munitions insuffisantes, et pourtant c'est un avion qui est passé. C'est loin les Pyrénées, je ne sais pas d'où venaient ces avions, et en principe ils venaient d'Angleterre. La nuit on sortait, puis on allait voir ce qui était tombé. Et on y rencontrait d'autres. Personne n'a fait d'objection sur ma présence et sur la présence aussi d'autres enfants. J'étais très fier parce que j'avais la conscience de participer, de faire partie de cette résistance, d'être au courant. J'avais même conscience que j'aurais mieux fait de ne pas être au courant. Parce que si jamais il s'agissait déjà de savoir qu'il ne faut pas parler. Et donc je me dis, est-ce que je suis capable ? Mais bon, je sais qu'il y a des gosses qui ont combattu à 11 ans, mais très vite j'ai pris cette conscience qui m'a permis de ne pas être malheureux, quoi. Franchement, c'est une fierté, Artaban, quoi. Je ne sais pas, bien sûr, j'ai pas raconté, dans 48 heures après le passage à Saint-Jean-Pied-de-Port, cet oncle qui refusait de venir avec nous parce qu'il disait j'ai une tête de juif, je vais vous faire arrêter tous. Il s'appelait Samuel Ruck. Et il est passé 48 heures après. Et ce qui devait arriver, arrive. Il s'est fait interpeller et arrêté, déporté, Pithiviers, Bonaroland, Drancy, Auschwitz, je ne sais pas. On le retrouve dans les livres de Klarsfeld, donc il n'y a pas de... Et ce que je n'ai pas raconté, donc, c'est le drame à la maison de ça. Parce que c'était le petit frère de ma mère, complètement en adoration devant son petit frère. Et puis ça donnait des histoires de famille un peu moches. On se sentait un peu fautif après l'arrestation de Sam parce que on aurait pu essayer de le sauver. Puis après, on a essayé de le sortir des camps où il était, mais c'était déjà l'époque Papon et ça a été très efficace, très efficace.